Bonjour. Si la marque Front Populaire était déposée, eh bien, je pense que son propriétaire ferait globalement fortune en droit d'auteur. Le Front Populaire est en effet souvent appelé à la rescousse, mis en gros à toutes les sauces. Bien, je ne veux pas ici faire l'histoire du Front Populaire de 1936, ni d'ailleurs du nouveau Front Populaire de 2024. Une soirée n'y suffirait certainement pas. Je veux juste essayer de souligner quelques points qui permettent de dégager les analogies, les similitudes, les calculs politiques, et puis en fait d'essayer d'aboutir à ce que pourraient être aujourd'hui nos perspectives. Je vais donc développer un certain nombre de points dont je vous donne tout de suite les têtes de chapitre, ce qui vous permettra au fur et à mesure de suivre où nous en sommes. En premier point, je voudrais aborder ce qui, de mon point de vue, doit être notre questionnement sur ce sujet. En deuxième point, je dirais quelques mots du Front populaire de 1936. En troisième point, évidemment, quelques mots du nouveau Front populaire de 2024. Et puis en quatrième point, j'aborderai ce que je nomme une tragédie. Bon, je vous laisse dans l'expectative, vous verrez donc au quatrième point de quoi il s'agit. En cinquième point, je parlerai du Front populaire au regard des aspirations populaires. En sixième point, je parlerai d'une farce. Et là aussi, vous verrez en sixième point de quoi il s'agit. Et d'une farce qui en plus peut également être tragique. Et enfin, en septième point, j'essaierai d'aborder ce qui maintenant permet de dégager que faire, quelles sont éventuellement nos perspectives. Abordons donc le premier point, notre positionnement, notre questionnement. Dans les livres d'histoire, il est fréquent de lire que le Front populaire a comme enseignement principal le suivant. Il a permis, nous dit-on, une série de conquêtes pour les travailleurs dues essentiellement à l'acharnement et à l'opiniâtreté des partis qui l'ont constitué, qui étaient à sa tête, la SFIO, Section française d'internationale ouvrière, de la Deuxième Internationale, le Parti communiste de la Troisième Internationale et le Parti radical. Je vous invite donc à nous interroger sur quelques questions qui, de mon point de vue, sont assez simples. S'il y a eu des conquêtes, à qui les devons-nous? Quel a été exactement, en 1936, mais aussi dans chaque période révolutionnaire, que ce soit en 1945, que ce soit en 1968, le rôle exact des partis dits de gauche, la social-démocratie ou le Parti communiste? Ces conquêtes sont-elles, en de telles situations révolutionnaires, à la hauteur du rapport de force politique qui existe entre les classes sociales? N'est-il pas possible d'obtenir plus? Et si oui, comment? Pourquoi cela ne se produit-il pas? Qui porte la responsabilité de cette espèce de frein qui existe à la situation qui se déroule? Et si, contrairement au livre d'histoire, on pouvait dire que le Front populaire, ces partis, leur politique, n'ont permis en réalité de ne pas arracher grand-chose, sinon rien du tout, et ont tout juste permis de sauver le capitalisme qui était directement menacé par le mouvement des masses, le capitalisme menacé de renversement. Renverser le capitalisme, exproprier les capitalistes et socialiser les moyens de production, c'est au regard de cet enjeu-là qu'il faut apprécier, à mon sens, le mouvement réel de la société et analyser la politique préconisée et mise en avant par les uns et par les autres. De ce point de vue, le Front populaire est-il une forme organisée du combat politique pour l'émancipation des travailleurs, de la société dans son ensemble, ou au contraire, est-il une des dernières ressources politiques des capitalistes contre la révolution qui pointe pour garder le pouvoir et pour préserver leurs privilèges? Voilà quelques questions que je vais tenter d'aborder et je vous proposerai ensuite, évidemment, d'en discuter. Alors, mon deuxième point, c'est donc un mot sur 1936. En 1936, une coalition est constituée entre la SFIO, donc le Parti communiste, et le Parti radical pour les élections législatives. C'est à la suite de la journée d'émeute du 6 février 1934, où se trouve notamment l'Action française et des groupes d'anciens combattants, que la gauche s'unit contre le danger qualifié de danger fasciste. Cette union est le produit de la volonté d'en bas,
la volonté de la société elle-même. Pour comprendre, soulignons que la SFIO et le Parti communiste, je reviendrai plus tard sur le Parti radical, n'ont pas grand-chose à voir avec le Parti socialiste, le Parti communiste et la France insoumise d'aujourd'hui. En 1936, il s'agit de partis qui se réclament du socialisme, qui organisent une part très importante de la classe ouvrière, qui se reconnaît en eux, de partis qui aspirent, du moins en parole, à la prise de pouvoir pour établir le socialisme, pour exproprier le capitalisme. Ce sont des partis faits de sections, faits de cellules, des partis qui existent dans les entreprises massivement, qui existent dans les quartiers, bref, de partis qui structurent une part importante de la société. Des comités antifascistes se forment, à la base, avec les militants, sans que la direction du Parti communiste décide d'y appeler. Les dissensions entre le Parti communiste et la SFIO sont importantes. Les rapports sont très tendus. L'orientation définie à Moscou, à l'époque, est celle qui condamne la social-démocratie comme étant le social-fascisme et qui en fait un de ses ennemis principaux. Le 12 février, une grande manifestation est organisée. Le Parti communiste y participe avec un axe qui est clairement affirmé. Il s'agit, disent les responsables du Parti communiste, de plumer la volaille socialiste. Eh bien, pas de chance, parce que c'est en gros l'inverse qui va se produire. C'est l'inverse qui se produit parce que la volonté d'unité qui existe dans les entreprises et au sein de la société entre les militants socialistes et communistes va être plus forte que ce combat des appareils politiques pour organiser la division et savoir qui va avoir la suprématie sur qui. La volonté d'unité va s'imposer, c'est la raison pour laquelle le Parti communiste s'adapte et va opérer donc un virage brutal. Le 27 juillet 1934, à la suite d'une gigantesque manifestation, un pacte d'unité d'action antifasciste est adopté et validé par la foule. Les ouvriers, dans les faits, ont imposé l'unité de leur parti, du Parti communiste et de la SFIO. Les partis ouvriers unis, voilà une énergie unique, susceptible de dégager des forces considérables, malgré la volonté des dirigeants de ces partis. Eh bien, c'est alors que le Parti radical rentre en scène. Il est mis sur le devant de la scène par le Parti communiste, et précisément par Maurice Thorez. Le Parti radical est un parti bourgeois, qui a gouverné avec la bourgeoisie et qui est là pour faire prévaloir les intérêts contraires à ceux qui s'expriment au sein de la société, à ceux qui s'expriment dans les manifestations et dans les grèves. Le Parti communiste utilise un argument assez classique pour mettre en avant le Parti radical. En gros, c'est de dire qu'il faut l'unité la plus large, l'unité des ouvriers et de la petite bourgeoisie, et comme la petite bourgeoisie serait représentée par le Parti radical, bingo, il faut donc l'unité avec le Parti radical. Sur conseil insistant de Moscou, donc, le PCF s'oppose à la volonté de Front unique ouvrier, c'est-à-dire l'unité des organisations ouvrières, en imposant l'unité avec le Parti radical, parti bourgeois, introduisant ainsi le ver dans le fruit. En mai 1935, Laval se rend à Moscou. L'URSS se rapproche de la France. Le Parti communiste va voter, en France, les crédits de guerre. Le Parti radical va participer le 14 juillet 1935 à la grande manifestation unitaire qui rassemble 500 000 personnes qui vont prêter serment, un serment antifasciste. Et dans la foulée, face à cette foule immense qui exprime cette aspiration à l'unité et au véritable changement politique sur le fond, je reviendrai sur ce que signifie ce changement politique, et bien dans la foulée, un comité national pour un programme de désistement aux élections législatives qui arrivent en 1936, un comité national est constitué. Alors, à ce stade, je pense qu'il y a deux éléments qu'il faut retenir et dégager. Un, c'est une forte mobilisation en bas, au sein de la société, qui, partant des émeutes fascistes, réalise l'unité des ouvriers et de leur parti contre le fascisme et plus largement d'ailleurs contre le capitalisme. Le deuxième élément, c'est que l'unité réalisée est quand même dénaturée par l'alliance avec le Parti radical, parti bourgeois mis en avant par le Parti communiste, dont la présence va de fait limiter les exigences anticapitalistes des ouvriers et des salariés. Je vais maintenant aborder mon troisième point en disant un mot de 2024. L'histoire se répète toujours deux fois, disait Marx. La première fois en tragédie, la seconde fois en farce. Pour la tragédie, la première fois, 1936, j'y reviendrai un peu plus tard. Je voudrais maintenant m'attacher, si possible,
à la farce. Le nouveau Front populaire, en 2024, se veut dans la filiation du Front populaire. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le terme est employé, Front populaire. Et il se veut dans la filiation jusque dans la démarche. C'est François Ruffin qui lance l'idée le soir du 10 juin, au lendemain des européennes. Il lance une pétition avec plusieurs députés de gauche pour l'Union de la gauche, pour un Front populaire. 350 intellectuels, parmi lesquels se trouve Esther Duflo, prix Nobel d'économie, et Annie Ernaux, prix Nobel de littérature, signent une tribune dans le journal Le Monde pour appeler à former une union des gauches pour faire face, disent les signataires, au désastre de notre époque. Un peu plus tard, les 5 syndicats nationaux, CGT, CFDT, UNSA, FSU et Solidaires, appellent à manifester pour mettre en avant leurs revendications dans un contexte de montée de l'extrême droite. La CGT, d'ailleurs, appelle de son côté, dans un communiqué, à un front populaire dans le cadre syndical. Le soir du 10 juin, un représentant de chacune des formations politiques qui est lancé dans cette opération annonce la création du nouveau Front populaire afin d'instaurer, disent-ils, un programme de rupture avec la politique du président de la République en exercice Emmanuel Macron et contre l'extrême droite. Tout le monde se lance dans cette démarche, jusqu'au nouveau parti anticapitaliste, le NPA, et quelques autres groupuscules, tels que le MRC, ou encore les radicaux de gauche. Le parallèle avec 36 est fait par tout ce beau monde. C'est l'extrême droite qui menace, comme en 36, nous dit-on. L'extrême droite, les ligues factieuses, serait représentée en 2024 par le Rassemblement national, et son résultat électoral aux élections européennes, qui le place en tête de tous les partis, exprime cette menace. Le fascisme serait donc à nos portes. Il s'agit bien d'une farce, je crois, et pour éclairer le côté grotesque de cette farce, on peut souligner les points suivants. 1. En 1936, comme on l'a vu, c'est en bas de la société que s'impose l'unité contre d'ailleurs la volonté exprimée au sommet des organisations ouvrières. En 2024, rien à voir. C'est un chef autoproclamé qui décrète le nouveau Front populaire. En bas, les masses sont globalement absentes de la démarche. En 1936, c'est mon deuxième point à mon avis qui permet de comprendre le caractère grotesque et la farce de 2024, en 1936, les ouvriers et le peuple, pour parler vite, se rangent derrière les partis ouvriers qui se réclament du socialisme, la SFIO et le Parti communiste. En 2024, la sociologie des partis n'a plus rien à voir avec celle-là. La gauche au pouvoir est en effet passée par là. Sous Mitterrand, le textile, la sidérurgie, la métallurgie et autres ont été liquidés sur l'autel du capitalisme mondialisé auquel la gauche, dans son ensemble, s'est convertie. Et ensuite, de Mitterrand à Jospin, de Jospin à Hollande, les masses n'ont pas la mémoire courte, de l'éducation nationale aux lois travail, en passant par le sort réservé aux services publics par exemple, eh bien la gauche est bien passée par là. En 2024, le peuple et les ouvriers votent Rassemblement national majoritairement. Nous sommes donc à front renversé avec la situation qui existait en 1936. En 1936, le peuple, les ouvriers, les salariés sont derrière les organisations ouvrières, contre la montée du fascisme. En 2024, le peuple, les ouvriers, les salariés qui ont fait l'expérience de la gauche au pouvoir votent pour le Rassemblement national et n'ont strictement plus rien à voir, ou très peu, avec les partis qui se disent les partis de gauche. Mon troisième point, à mon avis, qui permet de comprendre le côté grotesque de cette situation, c'est qu'en 1936, le contexte international et national place l'extrême droite comme un danger réel. En 2024, le Rassemblement national assimilé à des ligues factieuses descendant dans la rue pour prendre le pouvoir par la force, très franchement, je crois que ça ressemble à une mauvaise plaisanterie. En fait de ligues factieuses, quelques agités de la croix celtique s'agitent en effet, auxquels d'ailleurs répondent quelques agités qualifiés d'antifa. L'antifascisme de 2024 est un antifascisme d'opérette pour une raison très simple, c'est que le fascisme et la menace fasciste en 2024 est globalement fantasmée. Elle est fantasmée et largement instrumentalisée. Cela remonte à loin.
Je ne parlerai pas de la création de Le Pen par François Mitterrand dans les années 82-83, et un peu plus tard d'ailleurs, 86 même, aux élections. Je ne parlerai pas de la création de Jean-Marie Le Pen par Mitterrand, qui cherchait à travers la création de ce parti dit d'extrême droite à diviser la droite elle-même pour garder le pouvoir. Calcul politique assez simple, qui d'ailleurs a marché pendant assez longtemps. Mais sans revenir à cette période lointaine, sans aller si loin, j'aurais rappelé la rencontre en 2017 de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron sur le vieux port de Marseille. C'était pas en 2017 d'ailleurs, c'était en 2018, où les deux hommes passent un pacte anti-Le Pen devant les caméras qui sont là, dit-on par hasard. Pacte et rencontre qui annonce en fait la suite que nous vivons encore aujourd'hui. Je vous rappelle que dans ce pacte, il y a un échange assez croquignolesque entre Mélenchon donc et Macron. Macron disant à Mélenchon, vous êtes un homme respectable. Avec vous, on peut parler, on peut être en désaccord, on peut argumenter, on peut, en gros, on peut polémiquer. Et Mélenchon répondant à Macron, c'est vrai qu'entre nous, nous pouvons dialoguer, mais il y en a une avec qui ça n'est pas possible, c'est avec Le Pen. Bref, tout cela, je résume, ce ne sont pas les termes exacts, mais c'est le sens général de ce qu'ils sont racontés devant les caméras. Et je crois que ça permet de comprendre, entre autres, ensuite, la façon dont le Front National, à chaque fois, est mis en avant, en gros, dont bénéficie Macron d'un côté, et d'ailleurs l'opposition aussi de l'autre, qui justifie sa politique et sa présence de la sorte. Le quatrième point que je veux aborder, c'est ce que je nomme une tragédie. Alors, Marx disait, la deuxième fois, c'est une farce, j'en ai parlé, la première fois, c'est souvent une tragédie. Eh bien, le programme du Front populaire en 1936 est en effet, en réalité, assez mesuré. C'est la politique des radicaux libéraux contre la SFIO aux conceptions plus étatistes qui est mise en avant. Assez mesuré, comme le sera d'ailleurs le programme du nouveau Front populaire de 2024, annoncé en quelques jours. En 1936, le Parti communiste français, au nom des classes moyennes, soutient donc le Parti radical et pousse la SFIO à s'incliner. Le Parti communiste français accepte de rayer la mention réduction de la semaine de travail sans réduction du salaire hebdomadaire, ainsi que le plafond des 40 heures de travail par semaine. Il s'agit de ne pas toucher aux structures de la société, ce qui est d'ailleurs une attitude assez récurrente de la gauche lorsqu'elle dit aspirer au pouvoir. Malgré ça, les élections législatives donnent un score absolument éclatant. Le Front populaire regroupe 57% des suffrages, 386 députés sur 608 sièges, soit une majorité absolue en voix. Là encore, 2024 s'affirme en farce, avec les résultats très minoritaires en voix et en sièges du nouveau Front populaire. Je vous rappelle, 25,68% des suffrages, soit dit en passant, un des plus mauvais scores dans le domaine électoral que la gauche a jamais réalisé. En 1936, on a 147 députés SFIO, 72 PC, 55 divers gauche, 110 radicaux, 113 centre droit et 111 droite. Le PCF recueille 1 500 000 voix, soit le double de 1932. Il gagne sur le PS, qui lui-même gagne de façon très importante sur les radicaux, notamment dans le milieu rural. Les radicaux perdent 350 000 voix. Dans ce cadre parlementaire, avec l'appui du PCF qui n'aura pas une occasion de le porter au nu, au nom de la petite bourgeoisie qu'il est censé représenter, le parti radical joue cependant un rôle d'arbitre. Le Parti communiste a doublé les radicaux. La place des radicaux dans le Front populaire légitime toutes les reculades et trahisons. Léon Blum, considérant, je cite, que les Français n'ayant pas donné de majorité au prolétariat en siège, il s'agit de la SFIO et du Parti communiste seul, il en déduit, je cite toujours, qu'il est impossible, dans l'état actuel des choses, de transformer les structures sociales de la France pour aller dans le sens d'une société socialiste. Le tour est alors joué. Le 31 mai, Blum toujours déclare devant le Conseil national de la SFIO que non seulement le Parti socialiste n'a pas la majorité, mais les partis prolétariens ne l'ont pas davantage. Il n'y a pas de majorité socialiste. Il n'y a pas de majorité prolétarienne. Il y a la majorité du Front populaire, dont le programme du Front populaire est le lieu géométrique.
Notre mandat, notre devoir, c'est d'accomplir et d'exécuter ce programme. Il s'ensuit que nous agirons à l'intérieur du régime actuel, de ce même régime dont nous avons montré les contradictions et les iniquités tout au long de notre campagne électorale. Alors, pour résumer, et on voit bien là le caractère tragique de la chose. 1. Le Parti communiste a intronisé le Parti radical comme représentant de la petite bourgeoisie. 2. La présence du Parti radical permet à Blum de tirer ses conclusions, pas de politique prolétarienne, et respect strict du régime, pourtant dénoncé par tous dans la campagne électorale, ce qui est extraordinaire, je veux dire. Comme tragédie, on ne fait pas mieux. On est amené à défendre un régime et un système contre lequel on s'est fait élire. 3. La légitimité du système s'oppose, en réalité, à la légitimité démocratique. Les 57% de voix recueillies, ça, c'est la démocratie. C'est la volonté populaire. La volonté qui s'exprime des usines et des quartiers. À aucun moment la gauche envisage de faire appel au pays réel, pour qu'une politique conforme à cette majorité soit mise en place pour que la volonté des 57% soit appliquée. 4. Il apparaît que le Front populaire est une alliance du prolétariat avec la bourgeoisie impérialiste représentée par le Parti radical et d'autres débris plus petits et du même ordre. Cette alliance s'étend au domaine parlementaire. Dans tous les domaines, le Parti radical, qui conserve, lui, sa propre liberté d'action, dans tous les domaines, donc le Parti radical va limiter brutalement la volonté du prolétariat. En conséquence, tandis que les masses montrent, par leur vote et par leurs actions pratiques sur lesquelles je reviendrai, aussi bien donc par leur voix que par la lutte, donc, qu'elles veulent renverser le Parti radical, eh bien les chefs du Front populaire, du Front unique, font ce qu'il faut pour essayer de sauver ce Parti radical. Point suivant, en 2024, c'est plus simple. En réalité, il n'y a pas besoin de Parti radical. Quand on regarde bien, tous ceux qui se réclament du nouveau Front populaire sont radicaux. Le lien à l'impérialisme et au capitalisme n'a pas besoin d'un parti particulier dans l'alliance que constitue le nouveau Front populaire. Tous sont assujettis à l'Union européenne, au capitalisme mondialisé, donc, quoi qu'ils en disent. Tous n'ont pour seul objectif, non de le renverser, mais dans le meilleur des cas, nous dirons, de l'aménager, de l'humaniser. Plus personne ne se réclame, même en mots, de la socialisation des moyens de production, du socialisme. Le Front populaire, le Front républicain, pardon, il faut en dire un mot, le Front républicain, dans les dernières élections, a constitué un exemple absolument tragique dans la tragédie. Ce sont les partis du nouveau Front populaire qui ont sauvé Macron et sa minorité, tous chefs confondus. D'ailleurs, Mélenchon le premier. Ils ont sauvé les Républicains, ils ont sauvé le MoDem, ils ont sauvé la Macronie. Ils sont appelés à voter, je vous rappelle, pour Borne, Madame 49.3, pour Darmanin, Monsieur Flashball, et pour plusieurs dizaines de députés macronistes qui ont ainsi été sauvés du naufrage. Le cinquième point donc que je vous propose d'aborder, c'est l'analyse du Front populaire au regard des aspirations populaires. C'est une loi de l'histoire qui, à chaque occasion, se répète. On l'avait vu dans ma conférence sur 1968, et je vais donc y revenir assez rapidement sur 36. En 36, entre les élections et la formation du gouvernement, des grèves éclatent. Les usines d'aviation au Havre, les usines Breguet, débrayent pour demander la réintégration de 2 militants ouvriers qui ont été licenciés après les manifestations du 1er mai. Les dockers se solidarisent des grévistes et les grévistes gagnent contre l'intervention policière. Le 13 mai, c'est au tour des usines Latécoère à Toulouse, puis le 14 à celle de Bloch à Courbevoie, d'être occupées. Le mouvement se répand comme une traînée de poudre, atteignant rapidement des entreprises voisines. Des femmes font leur apparition de façon très active et très visible. Certaines mènent des grèves. Martha Desrumeaux, Madeleine Colliette, Suzanne Gallois, en particulier dans les usines du textile et de l'alimentaire. Le 24 mai, le rassemblement, en souvenir de la semaine sanglante qui signe la fin de la Commune de Paris, rassemble 600 000 participants qui brandissent drapeaux rouges et qui entonnent des chants révolutionnaires.
Le lendemain, de nombreuses grèves débutent en région parisienne, qui obtiennent généralement rapidement satisfaction, tellement la bourgeoisie est inquiète et est affolée de voir la société entrer de la sorte en mouvement. Le 28, les 30 000 ouvriers d'Renault-Billancourt entrent dans la grève. Un compromis est trouvé avec la CGT, mais la lame de fond continue. Et à partir du 2 juin, les corporations entières entrent en grève. La chimie, l'alimentation, le textile, l'ameublement, le pétrole, la métallurgie et quelques mines, tout ce beau monde commence à débrayer. À partir du 5, les vendeurs de journaux, les tenanciers de kiosques, les employés des salles de spectacle, les commis, les garçons de café, les coiffeurs, les ouvriers agricoles font grève, souvent pour certains pour la première fois. Pour la première fois également, les entreprises sont occupées par les grévistes, qui organisent des comités de grève. Se trouve remis alors en cause le principe de la propriété privée des moyens de production. Le comité de grève, c'est de fait un organe de double pouvoir qui se constitue dans la société, et les comités de grève ne demandent qu'à être coordonnés, qu'à être structurés, qu'à être reliés les uns aux autres pour affirmer une volonté commune, une volonté collective qui transforme les bases mêmes de la société. Des balles sont données dans les usines ou dans les grands magasins. On compte 12 000 grèves, dont 9 000 avec occupation, entraînant environ 2 millions de grévistes. Au passage, la politique du PCF, qui fait du Parti radical le représentant de la petite bourgeoisie, est totalement battue en brèche. En effet, dans les grèves aussi massives que celles-là, dans toutes les corporations qui entrent en action, il y a les ouvriers, il y a les salariés, il y a aussi nombre de cette classe petite bourgeoise qui se range derrière les premiers et qui entre en action également, en grève, en manifestation. Malgré les paroles rassurantes de Léon Blum, le climat qui règne alors en France a des connotations clairement révolutionnaires. La philosophe Simone Veil, dans la revue La Révolution prolétarienne, explique, je cite, « Ce sont des véritables grèves de la joie ». L'aile gauche de la SFIO soutient pleinement la grève générale, mais en remet à la direction socialiste plutôt qu'au comité de grève ou d'action qui se multiplient un peu partout. Dans un article publié dans le Populaire du 27 mai, Marceau Pivert presse Léon Blum de s'appuyer sur ces mouvements sociaux pour envisager, dit-il, une vraie conquête du pouvoir, clamant que tout est possible. Marceau Pivert s'en remet donc à la direction de la SFIO pour tenter de régler le problème que les comités de grève et que les comités d'action ont dans leurs mains. C'est sans doute là une des erreurs de la gauche de la SFIO, de se ranger derrière les appareils, derrière l'appareil socialiste, plutôt que derrière la direction alternative que créent les masses dans leur propre mouvement. Le patronat hésite à employer la force pour évacuer les usines et préfère les négociations. Le gouvernement Blum, enfin nommé le 4 juin, cherche tout de suite à faire cesser le mouvement de grève. Léon Blum rencontre une délégation du patronat. Les accords de Matignon sont signés dans la nuit du 7 au 8 en échange de l'évacuation des usines, comme quoi Grenelle en 1968, rappelez-vous, n'avait strictement rien inventé. Mais la reprise n'est pas immédiate, loin de là, et bien des délégués des usines en grève souhaitent continuer le mouvement. À partir du 11 juin, le Parti communiste conseille l'arrêt des grèves. Maurice Thorez déclare, je cite, « Il faut savoir arrêter une grève dès que satisfaction a été obtenue. » Le mouvement gréviste reflue peu à peu à Paris, mais continue à se développer en province. En réalité, le mouvement de grève et de manifestation continue, car les grévistes, les manifestants considèrent par millions que ce qui a été obtenu dans les accords de Matignon ne constitue pas la conquête qu'ils attendaient. Ça constitue quelques acquis, mais que la conquête qu'ils attendent, c'est le pouvoir, la conquête qu'ils attendent, c'est la transformation de la société, la conquête qu'ils attendent, c'est le socialisme. Or, c'est précisément contre cela que l'un dit rien n'est possible, Léon Blum, et que l'autre dit il faut savoir cesser une grève lorsque satisfaction a été obtenue, Maurice Thorez. Les accords de Matignon montrent que de peur de tout perdre, la bourgeoisie, qui elle est consciente du véritable enjeu, cède sur beaucoup de choses. Hausse des salaires de plus de 7 à 15% selon les branches, les premiers congés payés, 2 semaines sont instaurées, la semaine de travail passe de 48 à 40 heures.
Ces accords n'empêchent pas les grèves et les occupations de se poursuivre, parfois jusqu'en juillet 1936. Le 29 juillet est votée la retraite des mineurs, le 28 août une loi sur les allocations chômage. Une politique de nationalisation est mise sur pied dans l'industrie aéronautique, dans l'industrie d'armement, le 7 août, puis dans les chemins de fer avec la naissance de la SNCF. Un office national interprofessionnel du blé est chargé de soutenir les prix payés aux agriculteurs. La politique d'électrification des communes rurales, très énergique dans les années 1920, est reprise. Bien, si la bourgeoisie est amenée à céder tout cela, c'est bien parce qu'elle, oui, en effet, a bien conscience de l'enjeu réel qui est en train de se jouer sous ses yeux, à savoir de la prise du pouvoir par les ouvriers, leurs organisations et leurs comités qu'ils dirigent eux-mêmes, et qu'ils risquent donc de tout perdre. C'est pourquoi ils décident de céder, comme je l'ai déjà dit, sur beaucoup. Une série de secteurs vont connaître un changement, le sport avec la construction de stades, de piscines, les musées avec les tarifs avantageux pour les plus pauvres, les droits d'auteur qui sont créés, par exemple. Mais la présence des radicaux continue de jouer à plein, notamment au niveau international. Sous leur pression, et sous celle d'ailleurs de la Grande-Bretagne également, Blum décide de ne pas intervenir pour soutenir les républicains espagnols, même si le gouvernement de Front Populaire fermera les yeux en laissant passer quelques armes par les Pyrénées vers les combattants espagnols. En attendant, les républicains espagnols sont laissés tragiquement seuls face à Franco. Après une valse de gouvernement, en fin 1938, le radical Daladier veut remettre la France au travail. Le discours est connu. Remettre la France au travail, cela signifie revenir sur l'ensemble des conquêtes qui ont été imposées. Il s'agit de refermer la parenthèse du Front populaire en revenant en effet sur tout, notamment la volonté de rétablir la semaine de 48 heures. Cela va susciter d'ailleurs de nouvelles grèves, de nouvelles manifestations, mais là, une très très forte répression policière qui va signer la fin du Front populaire. Toutes les conquêtes ne sont en rien le produit des directions du Front populaire, de fait. Mais bien comme j'ai essayé de le montrer, le produit du mouvement des masses qui refusent de rendre gorge et qui se battent avec détermination dans la grève et dans l'occupation. Le Front populaire n'a en réalité pas permis d'obtenir grand-chose, sinon le maintien de l'ordre capitaliste, menacé par le mouvement réel, par les comités d'action, par les comités de grève érigés en organes de pouvoir alternatifs. Les capitalistes ont donné beaucoup, je l'ai déjà dit, pour ne pas tout perdre. Le Front populaire a permis de sauver la propriété privée des moyens de production. Il s'est affirmé comme le sauveur du capital, comme l'une des dernières ressources politiques de l'impérialisme et du capitalisme contre la révolution prolétarienne. Maintenant, dans mon sixième point, je vais essayer de montrer que la farce peut non seulement être parfois grotesque, mais peut également se décliner sous forme de tragédie. Revenons au nouveau Front populaire à 2024. Le fait marquant, la différence fondamentale entre 36 et 24, réside dans la sociologie des organisations constituant le nouveau Front populaire. Je l'ai déjà dit, en 36, il s'agit de la classe ouvrière, des travailleurs, de l'industrie, qui se reconnaissent dans des partis. En 2024, il s'agit de substituts que les organisations lui ont trouvés. Comme je l'ai déjà expliqué, cela est le produit 1. De la politique de la gauche, qui a laminé la classe ouvrière dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans le textile, et par le pouvoir lorsque la gauche l'a exercé. C'est le produit de cette politique qui a éloigné les couches populaires, les travailleurs et les salariés, abandonnés par la gauche. La gauche au pouvoir a fait mieux et plus fort que les représentants directs du capitalisme, que la droite, pour garder les vieilles catégories qui ne veulent en réalité, à mon sens, quand on voit les politiques appliquées, plus dire grand-chose. Le pouvoir actuel, le macronisme, en est le produit. D'ailleurs, d'un certain point de vue, quand on regarde l'affiliation, Macron, c'est un représentant de la gauche. Point suivant, ils ont tourné le dos à la classe ouvrière. Consciemment, les partis du nouveau Front populaire. C'est ainsi que la boîte à idées de la gauche, la fondation Terra Nova, lieu de rencontre des patrons dits de gauche, des intellos dits de gauche, des politiques dits de gauche, écrivait en 2011 une note qui préconisait de dire adieu aux ouvriers. Je cite : «
Les ouvriers votent de moins en moins à gauche, précisent les rédacteurs de cette note. Pour conclure, tout naturellement, la gauche doit donc passer des valeurs socio-économiques aux facteurs culturels. La tolérance, l'ouverture aux différences, une attitude favorable aux immigrés, à l'islam, à l'homosexualité, aux plus démunis. Le cœur de cible de la gauche devrait être constitué, disent-ils, des jeunes, des minorités des quartiers populaires, des femmes, des populations urbaines, des populations moins catholiques, tous unifiés par des valeurs culturelles progressistes. Eh bien, on comprend là le tournant, notamment essentiellement de la France insoumise, mais également de toute une partie de la gauche autre, vers les islamistes, vers les immigrés, vers le mouvement néo-féministe, les LGBTQ++++, les gay pride baptisés de mouvements révolutionnaires, et les mesures aussi folles que la PMA ou la GPA pour tous, ou encore la transition de genre ou la transition de sexe. L'abandon des ouvriers, l'abandon des salariés, la recherche des substituts préconisés par la boîte à idées de la gauche en 2011, eh bien, amène à choisir ces différentes couches contre les ouvriers et contre les salariés. Au sein du nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon en rajoute. Dans le journal italien La Repubblica du 21 juillet, Mélenchon persiste et signe. Alors qu'il s'est présenté comme voulant regagner les classes populaires tournées vers Marine Le Pen, le voilà qu'il invective les Français qu'il n'apprécie pas et semble même globalement méprisé. Pensez-vous que ce soit possible de reconquérir les électeurs du Rassemblement national interroge le journaliste de La Repubblica. Mélenchon répond, disons qu'il a le mérite d'être clair dans sa réponse. Il dit, je cite, « Nous avons proposé un salaire minimum à 1 600 €, la restauration des maternités, la réouverture des écoles dans les zones périphériques. Ça ne marche pas. Vous savez pourquoi? Leur priorité, c'est le racisme. Leur problème numéro un, c'est les Arabes et les Noirs. Le Pen cherche à conquérir la droite, et la droite veut devenir majoritaire seulement grâce à un instrument de division du peuple, le racisme. » Eh bien, voyez-vous, le message est là totalement assumé. Les Français qui ont fait le choix de voter pour les fascistes, pour le Rassemblement national, donc, dans la bouche du nouveau Front populaire, ne sont pas, pour Mélenchon, des électeurs désorientés, des électeurs trahis par la gauche, des électeurs en colère, mais ce sont des racistes incurables, dont il est illusoire de rechercher le soutien. Je pense que ça se passe de commentaires, on voit les choix politiques qui sont faits et qui incarnent, entre autres sous l'impulsion de la France insoumise, la politique du nouveau Front populaire. Alors, mon dernier point, que faire? Quelle direction prendre dans cette photographie pour le moins enthousiasmante? Il n'y a aucun doute, et c'est mon premier point, que seule l'opposition déterminée au capitalisme peut constituer une réponse sérieuse aux grands défis qui sont devant nous. Opposition résolue au capitalisme dans le domaine industriel, dans le domaine climatique et écologique, dans le domaine agricole. Si vous voulez, prenons quelques exemples. Dans le domaine industriel, il est clair que nous assistons à une série de délocalisations justifiées essentiellement par la question des coûts, comme ils disent. Le coût, vous savez ce que c'est toujours le coût du travail, c'est le salaire, qui est trop important chez nous. Ce sont les charges, ce qu'ils appellent les charges, qui sont mises en question alors qu'il s'agit non pas de charges, mais d'une part de notre salaire, des cotisations sociales. Bref, c'est sur tout cela qu'il faut revenir. Donc on délocalise les usines, on les casse ici, on met les gens au chômage pour les exporter largement dans des pays à bas coût, comme ils disent, c'est-à-dire à bas salaire, c'est-à-dire là où il n'y a pas de cotisation sociale ou très peu, là où on surexploite encore et où la résistance ne permet pas d'imposer le salaire et la cotisation sociale. Bref. Eh bien, sans opposition à cette politique capitaliste qui fait du profit la priorité pour essayer de maintenir les industries chez nous, il est clair qu'il n'y a pas de réindustrialisation possible et que la France ne peut être réduite qu'à une réserve d'Indiens qu'on vient éventuellement visiter en vacances
en regardant ces Indiens s'agiter, mais non pas comme un pays qui produit et qui arrive à autosatisfaire les besoins de sa population. Donc, la résolution d'opposition au capitalisme de façon résolue, donc, pour le domaine industriel, mais pas seulement. Regardez, dans le domaine climatique, prenons un autre exemple. Quand vous vous rendez compte que le bois est coupé dans nos forêts, il est transporté dans des containers, sur des paquebots, euh, à travers les océans pour aller dans les pays asiatiques. Là, il est transformé. Parce qu'évidemment, il vaut mieux payer les gens avec un bol de riz plutôt que de les payer avec un salaire et une sécurité sociale. Une fois transformé, il reprend le retour dans des containers, sur des paquebots, pour revenir dans nos vitrines ici, être payé avec une marge extrêmement importante pour les gens qui le vendent. Bien, et écoutez, tout cela au détriment des océans qui se voient déverser des tonnes de fioul, des dégagements de pollution considérables qui envahissent l'atmosphère. Bref, on voit bien que le souci climatique et écologique ne peut être résolu dans le cadre capitaliste. La course au profit ne peut que liquider un peu plus l'écologie et le climat. Et puis dans le domaine agricole, écoutez, le dernier exemple en date, le Mercosur. Madame van der Leyen qui va le signer est au moins conséquente et cohérente. Et Macron qui s'insurge est assez gonflé de s'insurger aujourd'hui contre ce qu'il a chéri hier. Car ces accords de mondialisation, il est évidemment partie prenante à travers sa politique de souveraineté européenne pour qu'ils soient signés. Et c'est bien évidemment parce qu'il y a le mécontentement des paysans, des agriculteurs, qu'il est amené aujourd'hui à dire autre chose. Bien, on voit bien donc que la recherche du profit comme préoccupation principale conduit la société et la civilisation dans le gouffre, tout droit vers la barbarie. Opposition résolue au capitalisme, c'est la première condition. Deuxième condition, il n'y a rien à attendre, à mon sens, des directions dites d'opposition qui, sur le fond, sont liées au capitalisme à travers leurs liens aux instances supranationales, pour lesquelles le capital est en réalité la fin de l'histoire. Nous voyons que ces partis qui assimilent la souveraineté nationale au nationalisme, qui ne comprennent pas l'importance des nations, qui ne comprennent pas le fait que c'est dans un cadre donné que la protection des peuples et des classes sociales doit pouvoir s'opérer, et qui acceptent la discipline donc de Madame van der Leyen et autres, quoi qu'ils disent, ne peuvent pas représenter une alternative politique. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que ces directions sont dans le nouveau Front populaire n'ont pas grand-chose en réalité de cohérent. En même temps que Bayrou succède à Barnier, nous avons une partie de ces organisations, Parti socialiste, Vert, Parti communiste, qui vont rencontrer Bayrou pour savoir si éventuellement il est possible de trouver un accord afin de sauver la situation. Mais sauver la situation, c'est quoi? C'est sauver Bayrou, c'est sauver Macron. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur une ligne constante qui est sauver les institutions et sauver le gouvernement Macron qui est en place aujourd'hui. À notre niveau, donc, que pouvons-nous faire? Eh bien, je pense qu'avant de se poser le problème organisationnel, il faut commencer par se poser le problème du programme, le problème idéologique. Il faut mener la bataille idéologique, éclairer les inepties du système, dénoncer ces injustices, les dénoncer encore et toujours, afin d'éviter les dangers que constituent l'apathie, la démoralisation et en fin de compte, la résignation. Il faut, pour reprendre une image que chacun comprendra, semer des petites graines en quantité importante et espérer qu'elles trouvent le terreau nécessaire qui leur permettront de germer. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur Front populaire et Nouveau Front populaire. Et maintenant, si vous le voulez bien, la parole est à vous. Place à la discussion.